Et il faut reconnaître, et ça fait partie de mon autocritique collective, parce que je pense que je ne suis pas le seul, évidemment, à être tombé dans ce panneau. C'est quelque chose qu'on aurait dû... C'est une critique, cette dénonciation du fait que l'Amérique bombarde l'Iran à la demande d'Israël, ça vient des démocrates, si tu veux. Donc il y a un moment où on doit se dire... Les démocrates n'étaient pas les pédosatanistes qu'on a cru. Et tout récemment, il y a plein d'événements qui nous obligent, si on a un peu d'honnêteté, parce que moi, de dire que je me suis trompé, ça me gêne pas. Je me suis trompé toute ma vie. C'est comme ça que j'ai avancé constamment. Donc, tu vois, le 11 septembre, c'était parce que je me suis aperçu que je m'étais planté sur ce qu'étaient les États-Unis. Donc, j'ai voulu corriger. Donc, ça me gêne pas de dire que je me suis trompé. Parce que c'est comme ça que tu avances, c'est comme ça que tu équilibres ton regard. Tu t'aperçois que tu as eu un regard manichéen, les bons, les gentils, que en fait c'est pas comme ça que ça se passe. Tu t'aperçois par exemple, tout récemment, Hunter Biden a été invité par Candace Owen. C'est un moment symbolique. Parce qu'ils étaient comme des potes. Et Candace Owen qui dit « Ouais, je suis désolé, je me suis complètement fait avoir. Je croyais que vous étiez vraiment un ignoble personnage. » Et finalement, Hunter Biden, comparé au fils Trump, c'est un enfant de cœur, quoi. Je veux dire, tout ce qu'on lui a mis sur le dos, les images de son... Ouais, bon, après, là, même tu m'en parlais en off, il y a quand même un juste milieu. N'oublions pas... Alors, c'est vrai que Hunter Biden, il a relancé une communication, il a fait des podcasts, et on découvre un homme adorable. c'est assez surprenant, très drôle. C'est-à-dire un homme... Non, mais quand je dis adorable, c'est très sympathique, beaucoup d'humour, capable aussi de parler de ses erreurs, des erreurs autour de lui. Oui, de dire qu'il était un junkie, par contre, junkie, c'est pas simplement sa consommation personnelle. Nous avons des images et même des extraits vidéo de consommation avec des prostituées et aussi bien sûr, des jeunes. Donc, non, mais quand je dis mais que si Candace dit je me suis trompé, oui, d'accord. Faut pas tomber dans l'excès inverse. Simplement, il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de corriger les images qu'on nous a véhiculées. Et on a été victime d'une autosuggestion ou d'une hypnose collective qui consistait... Et c'est en fait l'essence du combat politique, de la propagande politique, c'est diaboliser. Contre le mal. Tu diabolises, voilà. Les ennemis sont méchants, mais et là, le meilleur moyen de les présenter comme méchants, c'est tu les diabolises complètement. C'est-à-dire, c'est des satanistes. C'est carrément des pédosatanistes, tu vois. Donc, tu peux pas aller plus loin dans la diabolisation d'un ennemi que pédosataniste. Ou alors, je sais pas, des cannibales peut-être. Mais c'était aussi des pédosatanistes cannibales, quoi. Je veux dire, tout y était. Et depuis longtemps, il y a d'ailleurs, moi je disais, d'accord, parce que je me suis bien impliqué dans la démythologisation, la démystification de cette mythologie pédosataniste. La fameuse... Et justement, je pointais du doigt Hunter Biden. Hunter Biden, dans son laptop, il y a quoi? Il y a des putes, il y a de la drogue. Mais il n'y a pas de pédosatanisme, quoi. Non, il n'y a pas de pédosatanisme. Par contre, et après, il y a, c'est vraiment de la corruption majeure qu'on pourrait considérer comme peut-être classique dans le monde. Non, c'est de la corruption. Non, mais quand je dis classique, c'est en termes de dégénérescence et d'abus, c'est-à-dire de l'excès sexuel, de l'excès de consommation de drogue, et aussi des montages financiers, de la manipulation financière. On pourrait se dire que ça peut être un peu classique, c'est terrible de se dire ça dans notre monde. Mais Hunter Biden, on va pas s'éterniser, c'est plutôt le côté symbolique du fait qu'il y a un retournement d'une partie du mouvement MAGA, parce que moi, encore une fois, je suis pas là pour dire mes opinions, je reflète un peu ce que je vois, ce que je suis, et c'est intéressant de savoir que du côté de Candace Owen, il y a une mise en question de ses propres erreurs, et notamment sur Hunter Biden. Je conseille à tout le monde d'aller voir, parce que du coup, j'ai un peu... Qui c'est ce mec, Hunter Biden? Et allez voir le site hunterbiden.com. Vous verrez ce qu'il fait. C'est intéressant, quoi. C'est un truc, on est surpris quand on... ce qui est absolument certain, c'est que là, il s'est relancé dans la communication, et il y a des interviews de lui où on est chez lui, on le voit faire ses peintures, et on découvre un personnage qui est... J'ai même pas vu ça, tu vois. Moi, j'ai été voir son site, été voir son site de peinture. Allez voir, parce que l'art, c'est subjectif. Et vous avez même, il y a même accessible donc dans ce fameux podcast qui est sa première vraiment interview dans son retour où il parle de sa consommation de crack, etc. On est chez lui donc on le voit peindre et le podcasteur, parce qu'à la base c'est un influenceur podcasteur, la personne qui a fait ça, un jeune à moustache, vous pourrez le reconnaître pour les vidéos. Il lui pose même des questions sur l'affaire Epstein. C'est-à-dire qu'il parle vraiment de tous les sujets. Et on découvre, et ça peut paraître terrible, mais surtout c'est
à partir du moment où on l'avait à ce point diabolisé jusqu'au bout, c'est-à-dire que on ne devrait même pas s'autoriser à l'écouter, vu à quel point on le considérait comme quelqu'un absolument d'immonde, mais on découvre quelqu'un qui est très drôle et adorable. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ça n'excuse en rien ces actions. Non, moi j'ai même pas senti ça, j'avais plutôt l'impression que c'était un pauvre type. Je préfère dire parce que c'est ce que j'observe. Moi j'ai juste vu son interview avec Candace Owen. Mais c'est parce qu'il y a un mouvement de pardon et de sympathie dans le milieu MAGA qui détestait un peu en se disant mais finalement... C'est le milieu MAGA qui a conscience de cette fait avoir, de cette fait manipulée par une propagande, et donc qui du coup ouvre les yeux, là, enlève ses lunettes pro-trumpistes et commence à voir la réalité un peu autrement. Et donc... Et ça va jusqu'à reconnaître, et ça c'est Nick Fuentes en particulier, reconnaître qu'en fait, d'ailleurs Nick Fuentes déjà en 2020 appelait à ne pas voter Trump. Il n'appelait pas encore à voter démocrate. Mais aujourd'hui, il appelle à voter démocrate. Il dit, c'est simple, les démocrates, au fond, malgré leur délire wokistes, là, qui est vraiment une horreur, malgré leur pro-immigration, leur politique pro-immigration qui est absolument catastrophique, malgré tout, ils sont moins sous l'emprise d'Israël. Ils sont sous l'emprise d'Israël, mais beaucoup moins que les républicains. En plus des républicains, c'est là qu'il y a tous les chrétiens sionistes complètement délirants. Enfin, c'est du délire absolu, les républicains maintenant. C'est là que s'est réfugié la tech right, c'est-à-dire tous ces espèces d'allumés de l'intelligence artificielle, les milliardaires de la Silicon Valley, là, les Peter Thiel et tout ça. Peter Thiel, c'est lui qui a financé J.D. Vance. Donc, il y a des côtés extrêmement inquiétants du côté républicain, en particulier Israël. Donc, Nick Fuentes qui dit le problème numéro 1, c'est le contrôle d'Israël sur les États-Unis. Donc c'est simple, ce contrôle, il est moindre chez les démocrates. Donc votons démocrates, faisons tomber cette élite pourrie des républicains, et peut-être qu'une nouvelle élite républicaine va émerger, mais tous les Marco Rubio, tous ces gens-là, c'est à la poubelle, quoi. Donc tu vois, il y a une remise en question, même chez les MAGA, de se dire au fond... est-ce qu'on a encore une place chez les républicains ? Est-ce qu'on ne devrait pas... alors, il est question de créer un nouveau parti, mais ça, aux États-Unis, ça me paraît difficile. Ça peut rappeler les propos d'Elon Musk avant qu'il se rabiboche avec Trump, quand il y a eu la fracture sur le Big Beautiful Bill, et où Elon Musk avait quand même écrit que Trump était dans les dossiers Epstein, et ensuite, quelques jours plus tard, Elon Musk communiquait sur le fait de fonder un nouveau parti, un parti finalement populaire. Après, le problème, c'est que Elon Musk, bon, lui, il est un peu à part, mais toute la tech right, hein, comme on les appelle, c'est-à-dire les Peter Thiel, les Sam Altman, tous ces multimilliardaires de l'intelligence artificielle, ce sont vraiment des fous furieux, quoi. C'est lié aux intellectuels, les néo-réactionnaires, là, les lumières sombres, tout ça. Franchement, moi, j'ai essayé de comprendre la philosophie du truc. La philosophie du truc, c'est gérons le monde comme une entreprise, quoi. Oui, tout à fait. Pour moi, ils ont pas forcément tort, d'ailleurs. Bah, c'est-à-dire, moi, au départ, je me dis, tiens, ils n'ont peut-être pas forcément tort, mais quand tu lis vraiment, quand tu creuses vraiment, tu t'aperçois que c'est d'une pauvreté. C'est des gens dont la vision politique est strictement, d'abord, transhumaniste. C'est des gens qui sont transhumanistes. Donc, ils ont une vision mécanique de l'humain. Et puis comme ils sont super riches, ils pensent qu'ils ont le pouvoir de guider l'humanité vers les jours heureux, là. Donc pour eux, ça sera le transhumanisme, le transgenrisme, et ça sera l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est le retour du Christ. Peter Thiel a fait des conférences en Italie, à côté du Vatican, pour un peu énerver le pape, sur l'eschatologie. Il a une vision eschatologique. Il y en a qui disent... sa vision de l'antéchrist, ouais. Ouais, bon. Non, mais c'est des fous furieux. Hein. De mon point de vue, c'est des fous furieux. Les Yarvin et d'ailleurs, c'est un mouvement très... Intellectuellement, c'est très très pauvre. Hein. Moi, je suis désolé. Hein. J'ai regardé. Tu te rends compte assez vite, tu vois. Même si pour moi, je suis pas un philosophe, donc tu vois, ça me demande quand même pas mal d'efforts. Mais là, tu vois quand même assez vite que c'est une idéologie de gens qui pensent que nous, les milliardaires de l'intelligence artificielle, sommes ceux qui sont capables de gouverner le monde, quoi. Ça va guère plus loin que ça. Et donc, la démocratie, c'est mort. Là, effectivement, on peut se dire, tiens, ils n'ont peut-être pas tort, la démocratie américaine, c'est mort, en effet. Mais là où ils veulent t'emmener, c'est le monde du transhumanisme et de la déshumanisation totale des ploucs comme nous, quoi. C'est vraiment... Bon, parce que j'aurais quelques points d'accord. Oui, j'ai peut-être une vision un peu schématique. Mais c'est surtout que donc
ces parties-là qui peuvent paraître excessives existent chez certaines personnes. Par exemple, si on parle de Palantir, on va souvent citer 2 personnes, ça va être Peter Thiel ou Alex Karp. Ouais. Si on écoute Alex Karp, on voit un fou du bus, qui est d'ailleurs... Et lui, un ultrationniste aussi. Hein, oui, donc, exactement. Et Peter Thiel, il a des parties vraiment extrêmement intéressantes quand même dans sa vision du monde, c'est-à-dire les défis technologiques, à quel point il y a un problème d'innovation qui est apparu, etc. Enfin, il y a des parties qui ne sont pas jetées, qui sont intéressantes. Mais le cœur de la vision politique... Il s'inspire beaucoup de René Girard, et ça, c'est quand même... Enfin, il y a des parties... René Girard, pour moi, c'est du pipeau. Mais... Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même une forme de... je ne pense pas que ce soit si creux que ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut être... Non, c'est pas un idiot, si tu veux. Dans le mouvement... Mais le fond de la pensée d'un homme politique, c'est son anthropologie, c'est sa vision de l'homme. Ouais. Or, ces gens-là, d'abord, c'est un homosexuel comme Sam Altman, comme un certain nombre de gens, c'est des homosexuels transhumanistes, c'est-à-dire qui ont une anthropologie, c'est-à-dire une vision de l'homme totalement mécanique et totalement informatique. Nous sommes des ordinateurs, et nous sommes des mauvais ordinateurs en plus, donc obsolètes et remplaçables par des vrais ordinateurs. C'est ça le fond de... Alors après, sur ça, ils peuvent bâtir des choses qui ressemblent. Parce que ce que je peux dire, il faut voir le cœur de leur vision, si tu veux, c'est ça. Mais ce que je peux dire en tout cas, c'est que donc c'est très protéiforme quand même, et il y a aussi certains intellectuels qui peuvent même s'opposer dans le milieu néo-réactionnaire. Mais juste ce que je peux dire, c'est que... Mais même Elon Musk, il est un peu différent, mais il est un peu comme ça aussi. Hein. Mais ce qui est intéressant avec ce mouvement-là, c'est premièrement que ce mouvement, on pourrait dire, c'est une forme de vraiment réaction immunitaire contre le phénomène woke. On pourrait dire en gros le phénomène des lumières et la finalité. Mais Peter Thiel n'est pas du tout anti-woke. Au contraire, il est transhumaniste. Quand tu es transhumaniste, tu es woke, tu es transgenre. Non, mais c'est ça. Mais c'est pour ça que c'est un mouvement qui est intéressant. Parce qu'il faut pouvoir consulter les différents penseurs du mouvement. Tu citais Yarvin. Moi, par exemple, j'ai des conseils de un peu plus. Ouais, allez voir. Moi, je vous conseille d'aller voir un peu Yarvin. Ouais. Mais franchement, moi, j'ai voir. Hein, je dis pas ça, tu vois, par pur préjugé. J'ai quand même fait l'effort de lire. J'ai acheté le livre de... comment il s'appelle l'autre ? Ils sont 2 en fait, les néo-réactionnaires. Non, il y en a plusieurs, mais les plus importants, c'est Yarvin et puis Lang. Hein, oui, voilà. Donc tu lis ces 2-là, tu lis un peu sur eux, tu lis autour de ça, tu passes quelques heures à lire ça, tu arrives à avoir quand même une vision un peu. Après, si tu sens que c'est intéressant, tu approfondis. Mais ça, j'insiste, c'est ce qui est quand même intéressant pour moi, il y a une forme même peut-être de fraîcheur, c'est que le fait que dans le débat, il puisse amener une vision du monde qui est basée sur le monde d'aujourd'hui et surtout de demain par rapport aux évolutions technologiques. Donc, ça amène, vu qu'il y a des formes de réaction immunitaire contre notamment le phénomène, on va dire, de l'extrême gauche, il y a une forme de radicalité qui est présente, qui amène automatiquement un rejet. Et je dois dire, et je tiens à le saluer, même si ce sont des personnes qui, par exemple, n'apprécient pas le travail de GP, ou même qui pourraient accepter de venir certains sur le podcast. Mais par exemple, on a un Français qui a très bien écrit sur ce sujet, qui s'appelle Nîmes, qui a fait le traité néo-réactionnaire, donc une vision revue à la française. Même si, par exemple, il déteste le travail qu'on fait, il a même refusé de venir sur le podcast, je reconnais quand même que ces travaux sont intéressants. Et surtout, on a par exemple aussi Julien Rogy, qui a produit là même un nouvel ouvrage sur la pensée néo-réactionnaire. Et je veux dire, tout n'est pas jeté. Julien Rochdy. Ouais, Julien Rochdy. Voilà. Il a sorti un nouvel ouvrage dessus, mais il est et vraiment, il faut reconnaître. Mais oui, mais il faut pas lire. Il faut d'abord lire Yarvin parce que la vision française, elle peut être fantasmique. Le problème, si tu veux, c'est que c'est une droite. C'est un mouvement de droite, clairement. Mais dans la droite américaine, il y a deux branches qui sont antagonistes en fait. Il y a la droite conservatrice. En fait, si tu veux, la droite américaine, il y a la droite libertarienne. Eux, ce sont essentiellement des libertariens. Mais les libertariens, le mouvement libertarien, qui est pour, en gros, son message, c'est le moins d'État possible. Laissons les gens, donc le moins d'intervention d'État possible. Évidemment, dans le contexte du monopolisme américain, c'est-à-dire d'un capitalisme monopoliste où des super milliardaires arrivent à monopoliser un marché entièrement, c'est vachement intéressant, le libertarisme, parce que si tu veux, ça amène des gens comme Peter Thiel à penser que eux, avec leur fortune et leurs entreprises, ils sont plus puissants que les États. Et donc, comme ils sont plus puissants que les États, c'est à eux qu'il faut confier la gestion du monde. Donc c'est une vision totalement mercantile de la politique. Et c'est d'ailleurs, ça correspond assez bien avec Trump, parce que Donald Trump, c'est un marchand. C'est un marchand et c'est la marchandise en même temps. Il vend sa propre image.
c'est un mec qui a une vision totalement mercantile, et comme tu le disais, ça apparaît dans ses livres, quoi. C'est comment devenir riche, donc c'est une vision mercantile. Ça n'a rien à voir avec la droite conservatrice française qu'on peut identifier comme traditionnaliste, un peu traditionnaliste, c'est-à-dire centrée sur les valeurs morales, c'est une droite révolutionnaire en fait. C'est pas une droite conservatrice, c'est une droite révolutionnaire, mais dans un sens purement mercantile. Peut-être que je simplifie un peu, c'est mon impression générale, mais que je considère comme quand même un petit peu informée, mais peut-être qu'elle est un peu réductrice. Il faudrait approfondir pour une prochaine fois, parce que même moi je ne suis pas un membre, je n'ai pas de carte par exemple néo-réactionnaire, mais c'est que je trouve ce mouvement qui ne vient pas de nulle part, qui a le vent en poupe, qui a énormément de moyens. Qui Trump a ouvert les portes. Voilà. Hein. Et donc, parce que Trump a nommé, en fait, ça faisait partie du deal qui lui a valu le soutien de cette tech right. Il a cassé les législations qui avaient été mises en place par Biden pour mettre des freins à l'intelligence artificielle ou mettre un certain contrôle de l'État à l'intelligence artificielle. C'est-à-dire pour aller quand même un peu dans le sens de la Chine, où l'État a quand même une responsabilité absolument de surveiller que cette intelligence artificielle ne va pas totalement détruire le tissu social, etc. Je me permets, ce que tu dis est très intéressant. Il faut lire, d'ailleurs, Palantir. On peut leur reprocher énormément de choses, mais ils ont une forme là de transparence. Ils ont publié une sorte de manifeste sur les réseaux en plusieurs points, c'est-à-dire les objectifs de Palantir et leur représentation du monde et de l'avenir. Et ils expliquent tout leur projet, qui est effrayant en partie, mais c'est l'inspiration du modèle chinois. Oui, sauf que c'est pas l'État. Eux, ils veulent prendre, les milliardaires de la Silicon Valley, veulent se substituer à l'État. Donc c'est l'opposé du modèle chinois, parce que le modèle chinois, c'est l'État qui contrôle tous ces enjeux majeurs, que ça soit les infrastructures, que ça soit l'éducation, que ça soit tous les grands enjeux de souveraineté nationale. Et il considère que l'IA devient un enjeu majeur, et donc l'État chinois considère que c'est sa responsabilité de contrôler ça. Mais eux, c'est l'inverse. Ils veulent que ça soit eux, les milliardaires, qui contrôlent. À leur sauce, parce qu'on reste en Occident et on est dans un modèle individualiste et entrepreneurial. Mais d'ailleurs, ça ne m'étonne pas que ce néo-réactionnaire français ne vienne pas sur Géopolitique Profonde, parce que aux États-Unis, c'est pareil. Ces gens-là ne vont jamais chez Tucker Carlson, ils vont jamais chez Candace Owen, ils vont jamais. Ils sont quand même hostiles, si tu veux, à ces mouvements qui sont quand même des mouvements de souveraineté populaire. Ils ont un mépris total pour la souveraineté populaire. Absolument, vu qu'il y a une dimension verticale et qu'on peut... Quand les critiques du mouvement des réactionnaires utilisent le terme technofasciste pour essayer de les condamner, les non-réactionnaires, à un moment, répondent « oui, absolument ». Voilà. Ils ont tort, ils sont pas du tout fascistes, parce que le fascisme, c'est l'État. C'est le totalitarisme. Le fascisme, c'est le totalitarisme d'État. Mais c'est une vision donc élitiste qui est réservée donc à une certaine élite, avec une hiérarchie verticale, etc. Voilà, donc ça pourrait nous ramener à Platon, si tu veux, la République de Platon, où c'est les philosophes qui gouvernent la cité. D'accord. Oui, sauf que eux, ils se considèrent comme les philosophes. Des développeurs IA. Voilà. Mais quand tu vois leur philosophie, c'est ça qui fait peur. C'est ça qui fait peur, en fait. Si tu veux, si c'était des gens qui étaient animés par une vision de l'homme généreuse comme celle de Kennedy, tu vois, par une sorte de vraiment de philanthropie authentique, etc. Mais c'est des gens qui ont un mépris total pour l'humain, quoi. Mais c'est l'anti-lumière. Ouais. Voilà. Donc c'est. Ouais. Mais c'est un mouvement. Comme ce que je voulais dire en tout cas, c'est que comme il est apparu et qu'il a le vent en poupe et qu'il a énormément de puissance, qui ne sort pas donc de nulle part, il faut quand même essayer de le comprendre, de s'y intéresser. Donc pour ceux qui, parce que par exemple, si tu as pu lire Yarvin et Nickland, c'est ce qu'il faut faire. Mais j'invite les personnes à voir ce qui est produit actuellement pour savoir quel est le message qui est vraiment transmis. C'est pas pour forcément y adhérer, savoir de quoi nous parlons, parce que c'est un mouvement qui va avoir de plus en plus d'influence très rapidement. Moi, je pense pas, mais bon, mais moi justement, je me sens un peu, vu l'enthousiasme que suscitent les lumières sombres. Déjà le titre, je me dis, c'est facile. Tu fais un oxymore, là, et puis les gens pensent que c'est profond. Tu vois, les lumières profondes, les lumières sombres, ça c'est The Dark Enlightenment. Ouais.
tu crées un mouvement avec un nom comme ça, un oxymore, les gens se torturent la cervelle pour essayer enfin, forcément, tu te dis, tiens, il y a quelque chose de profond. Il faut toujours du marketing quand on prend un mouvement. Faut pas oui. Ouais, mais il faut aller au-delà. Donc moi, si tu veux, je trouve que je suis content que tu me donnes l'occasion d'exprimer mon opinion parce que, à mon avis, je pense qu'il n'y a rien à attendre des Lumières sombres. Ouais. À attendre, c'est autre chose. Si c'est attendre positivement, et en plus si ça peut avoir un effet bénéfique pour les Français, et des Français qui sont contre l'ordre établi actuel, contre le monde macroniste, etc., non, oui, on est d'accord. Ouais. Mais en termes de nouvelle puissance qui va avoir une influence considérable sur le continent, l'IA, voilà. Ça va... C'est vraiment, c'était en tout cas le point, il faudra qu'on... On pourra c'est à approfondir. C'est un sujet mais ça n'enlève pas, parce qu'on a abordé la question de Trump, et ce qui nous a amené à ces discussions-là, c'était le point Nick Fuentes qui appelle à voter pour les démocrates. Oui. Et donc, finalement, c'est-à-dire une partie de la base MAGA qui devient donc anti-Trumpiste, qui ouvre les yeux, qui arrive même à pardonner aux démocrates, et même à prendre conscience de l'activité, une partie des activités qui sont saines au sein des démocrates. N'oublions pas qu'on parle de Thomas Massie pour le décret justement de transparence sur l'affaire Epstein, mais c'était co-déposé avec un démocrate justement. Ah oui. Voilà. Oui, puis les démocrates, par exemple, il y a 30 sénateurs démocrates qui ont déposé une motion, pour que les États-Unis, pour que la Maison-Blanche reconnaisse publiquement qu'Israël a la bombe atomique. C'est symbolique, mais c'est que les démocrates qui sont capables de faire ça. Et c'est plus que symbolique. C'est plus que symbolique parce que ça veut dire, c'est une manière détournée de dire que notre bombe, nous avons attaqué l'Iran de manière totalement hypocrite et sous un faux prétexte, parce qu'en fait, eux n'ont pas la bombe atomique. Au Moyen-Orient, c'est Israël qui a la bombe atomique. Donc c'est une manière aussi de condamner... C'est assez hostile à Israël, parce que ce double langage d'Israël sur non, on n'a pas la bombe officiellement, mais tout le monde sait qu'on l'a, cette espèce de, tu vois, de manière d'obliger les gens à ne pas parler de la bombe d'Israël, tout en s'arrangeant pour que tout le monde sache qu'Israël est capable d'envoyer des bombes atomiques. Qui est insupportable et tellement révélateur de la domination. C'est une clé importante de la domination d'Israël. Et voilà, donc ça vient des démocrates. Donc il faut effectivement reconnaître. Et puis, comme je disais, la presse démocrate, le New York Times en particulier, finalement, n'est pas de la fake news. À chaque fois qu'ils mettent en cause Trump, c'est fake news. Non, il y a des dossiers réels sur la corruption de la famille Trump, sur les délits d'initiés, sur la mainmise d'Israël, etc. Ouais. Oui, donc c'est pas idiot. Après, il faut nuancer. Nick Fuentes dit « votons démocrates ce coup-ci » pour s'assurer que cette équipe de républicains soit éliminée de manière durable. Et après, on reviendra chez les républicains quand il y aura une équipe plus saine, parce que le woke... Mais en fait, quand tu regardes un peu de l'histoire, tu essayes de prendre un point de vue un peu sur le long terme, ce wokisme démocrate, de toute manière, c'est voué à l'échec. Enfin, je veux dire, peut-être qu'au fond, c'est horrible, mais c'était pas un problème aussi gigantesque parce que c'est quelque chose qui va nécessairement arriver à sa fin. Ça a provoqué des dégâts absolument colossaux, surtout aux États-Unis. Je pense que le biais que l'on a, c'est peut-être que le wokisme est plus léger en Europe, et surtout c'est que nous sommes en retard. Très souvent, je l'avais déjà dit sur d'autres émissions, je m'en souviens très bien, on parlait, on va dire, de la perception qu'on avait il y a quelques années. Moi, quand j'étais adolescent, je regardais sur 4chan ce qui se passait, j'échangeais, je pouvais voir, il y avait déjà les universités de genre quand j'avais 14-15 ans. On parlait des universités de genre et déjà, en fait, de la transsexualité, du changement même de sexe, des traitements hormonaux sur les enfants. Là, on commence à en entendre parler. C'est d'ailleurs quelque chose qui est occulté en Europe, parce qu'il y a ces phénomènes-là qui existent, avec, c'est quand même important de le dire, il y a des militants LGBT qui sont sur les réseaux sociaux et qui sont, pour certains aussi, des endocrinologues, militants LGBT, et qui donnent les moyens pour avoir accès à un traitement hormonal quand on est, que ce soit adolescent ou jeune adulte, et surtout adolescent, pour pouvoir contourner justement l'autorité parentale. Ils donnent des techniques, et ça existe. Par contre, est-ce que c'est un mouvement
de masse, parce que j'ai bien compris ton propos. Ouais. Voilà, c'est pas un mouvement de masse. Ça fait pas des centaines de millions de morts, quoi. Non, des centaines de millions, non, c'est certain. Mais par contre, il faut quand même le dire, aux États-Unis, c'est apparu il y a longtemps, et ça a fait quand même des ravages sur le plan culturel. Il y avait pas que, il y avait aussi le Black Lives Matter, il y avait tout un tas de choses. Mais le Black Lives Matter, ça fait partie du wokisme. Oui, c'est l'origine. On pourrait même dire c'est le démarrage du wokisme. Oui, ça a fait énormément de mal, ça a suscité de la division ethnique extrêmement violente.